Alors, on parlait tout à l'heure, Michel, d'acheter des logiciels qui piquent des mails sur les sites. Il y a aussi une possibilité qui est souvent proposée aux entrepreneurs qui est acheter une mailing list. Par exemple, voilà, vous allez pouvoir acheter une base ciblée de 14 000 personnes qui font du ski nautique dans l'Aveyron et ça correspond à votre activité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu fonctionner, d'acheter une base de mails? Ouais, ben moi, avec tout ce que j'ai vu, j'en ai vu des bases comme ça. C'est sûr qu'il y a un pourcentage de gens qui répondent, là, mais on parle d'environ de 3% des personnes qui peuvent lire ce genre de mail-là. Mais c'est quelque chose à ce genre de mailing-là, mais c'est quelque chose à éviter parce que ça vient briser les adresses IP, parce que vous êtes vu en spam un peu partout. Les gens cliquent sur ceci est un spam, et puis là, Hotmail, Yahoo, Gmail, Orange et tout ça bloquent vos adresses IP. Ensuite, ben, il faut que là, ensuite, dans le fond, c'est durant le nettoyage, il faut tout nettoyer ça. Puis, ensuite, on regarde que les gens qui ne cliquent pas sur ce site un spam, mais c'est quelque chose de vraiment complexe. Là. Vraiment, moi, je ne conseille pas ce genre d'achat-là. Il y en a justement un hier qui m'offrait une base B2B, donc business à business, de 150 000 emails, mais à 1 500 €. Mais j'ai même pas accepté. Même si on a le droit d'envoyer des mails au business en France, non. C'est carrément des choses à faire qui vont nous faire barrer des fournisseurs de mails. Donc, non, moi, je ne conseille pas ça. D'accord. De toute façon, si j'ai bien compris, donc les services d'autorépondeur ne permettent pas d'importer ces bases. C'est-à-dire que si je viens te voir et que je dis tiens, bonjour, je souhaite utiliser Prometheus. Alors, j'ai pas ma propre base, mais je viens d'acheter un DVD avec 600 000 adresses mail soi-disant ciblées. Dans ce cas-là, voilà, c'est formellement interdit parce que ça pénalise tout le système, si j'ai bien compris. Ben, ça dépend, hein. Ça dépend si c'est du B2B, puis ça dépend de l'argent que les gens sont prêts à nous donner. Moi, c'est sûr que si quelqu'un me donne 50 000 euros, on va la faire passer en B2B. Ça, il y a pas de problème. Là. Mais c'est-à-dire Mais que tu vas le mettre sur un serveur à part et que du coup, s'il se retrouve blacklisté, c'est son problème, quoi. ouais, ben moi, j'ai des adresses IP justement pour les mauvaises bases de données, là, et pour le nettoyage et tout ça. C'est sûr qu'on peut faire passer n'importe quoi là-dessus. Parce que souvent, les gens y arrivent avec des vieilles bases, mais qui étaient quand même opt-in ou double opt-in. Et puis, ils nous demandent de les nettoyer. Fait que là, on les passe sur ces IP-là. Ensuite, nous, les IP, ils se font barrer, on les fait redébarrer. Et puis, on a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Là. Mais c'est toujours possible. Ça dépend toujours de l'argent que les gens sont prêts à mettre, là, mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça prend beaucoup d'heures pour nos programmeurs, pour vérifier tout ce qui se fait barrer. Et puis, c'est sûr que si quelqu'un donne 50 000 euros, ben nous, on va faire passer sa vérité dans le million de mail. Ça, c'est sûr et ça. D'accord. Et tout est faisable avec l'argent, c'est sûr. Alors du coup, supposons que j'ai une base à importer, mais que c'est ma propre base, ma propre mailing list. D'accord. J'ai des gens OK. qui ont. Je vais te donner. On va prendre trois exemples pour que tu puisses expliquer un petit peu ce qui est faisable, est-ce que ça marche, et est-ce que c'est recommandé. Ok. OK. Supposons que j'ai une liste d'emails récupérés, on va dire manuellement. Par exemple, j'avais l'exemple lors d'une séance de Céleste d'un membre de ma formation qui euh, est musicien et les gens donc lui donnent leurs coordonnées à la fin des concerts sur une feuille de papier. D'accord. Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, OK. j'ai une liste de clients. Donc voilà, ils ont acheté un produit chez moi. Donc voilà, une liste de mes clients des 5 dernières années. OK. Troisième exemple, j'ai les membres de mon forum, les commentateurs de mon blog, ou alors j'ai des adresses hébergées sur un autre service. Par exemple, je suis sur Aweber, je vais passer à Prometheus, quoi. Donc je vais mettre sur un autre service. Donc dans ces différents cas, on va voir un petit peu ce qui est faisable, est-ce que c'est recommandé, est-ce qu'il faut l'éviter comme la peste. Supposons que j'ai récupéré, moi c'était mon cas, j'étais prof de danse latine, et en un mois, 2 mois, j'ai récupéré à peu près 700 adresses mail de gens qui étaient venus dans mes cours
et qui voulait recevoir des infos pour les soirées salsa. Est-ce que ça, je peux l'importer pour leur envoyer des mails? Oui, oui, sans problème. Si ces gens-là t'ont dit qu'ils étaient prêts à recevoir les emails, nous, on l'accepte. D'accord. Donc, si les personnes concernées ont donné leur accord. Mais nous, la personne nous arrive avec une BD comme ça, puis nous, on le teste. Si on envoie 50 mails, puis on le voit tout de suite si c'est vrai ou bien c'est pas vrai, là. Mais habituellement, il y a des gens comme ici en Beauce, là, il y a un petit restaurant là, qui a 500 clients. Puis ces clients ils mettaient l'adresse email sur un petit papier, puis ils disaient oui, je suis prêt à recevoir vos menus à toutes les semaines. C'est une base comme ça, c'est quand même très très bon. Les gens ne font pas de plainte, les gens reçoivent bien les mails, et puis c'est très correct. Là. D'accord. Donc ça, c'est L'important, faisable. c'est qu'il n'y ait pas de plainte. Ça, c'est faisable, effectivement, donc, parce que les gens ont donné leur permission. Donc, je clarifie clairement ce que je veux dire par demander leur permission, c'est-à-dire que quand on a pris leur adresse mail, ils savaient, c'était clair qu'ils allaient recevoir des mails de notre part. Ce n'est pas juste un formulaire où on disait c'est une tombola, vous allez recevoir une place de concert. Il faut que ça soit dit verbalement ou écrit quelque part, qu'on prend leur adresse mail pour leur envoyer des mails. Donc, c'est ça qu'on veut dire par permission. C'est ça. Maintenant, supposons, donc voilà, j'ai travaillé avec des clients pendant 5 ans ou pendant 10 ans. J'ai toutes les adresses mail de mes clients, je n'ai pas communiqué jusqu'ici. Donc j'ai les adresses mail de tous mes clients depuis le début, dans mon logiciel de compta par exemple. Est-ce que je peux me mettre à leur écrire d'un seul coup, mes clients de 95, de 2000, de 2005? Oui, tu peux les écrire, mais pas en publicité. Ok? Ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu les envoies un mail transactionnel. Donc, c'est un mail qui a rapport à leur compte chez vous. Ok? Mhm. Et puis, ben, à la fin de ce mail-là, tu peux mettre une petite publicité de ta nouvelle newsletter que tu veux faire avec eux. Seulement, c'est ce qu'on conseille. Donc, si tu as des clients, tu as le droit d'envoyer des mails transactionnels. Ce n'est pas de la publicité. Ok? Donc, il vous reste 0$ dans votre compte. Je ne sais pas, il vous reste 10$ dans votre compte. Donc, tu leur envoies un mail, puis tu leur dis nous aimerions n'importe quoi, là. Mhm. Mais c'est transactionnel, ce n'est pas une publicité. Puis, c'est possible à la fin de ce mail-là de mettre une petite publicité qui dit nous avons une nouvelle newsletter sur tel sujet. Cliquez ici si vous voulez vous y abonner. Là, les gens vont s'abonner de cette façon-là. OK? Ça, c'est la façon idéale. D'accord. Pour ce qui est d'anciens clients qui sont dans tes banques de données. Ok, donc pour simplifier, j'ai vraiment le droit de contacter mes clients à un moment donné pour leur dire voilà, il y a un nouveau bonus avec votre produit ou bien merci d'avoir été chez nous. C'est juste que je ne peux pas d'un seul coup, même à froid, même peut-être après 1 mois, 3 mois, si ils n'ont pas explicitement dit qu'ils donnaient la permission de l'envoyer des mails, je ne peux pas d'un seul coup leur envoyer un mail disant spécial solde d'été, quoi. Ça ne passera pas. C'est ça. Mais moi, je vous dis vraiment qu'est-ce que nous, on prend là. Nous, si un client arrive avec une base de 10 000 anciens clients, on va lui dire de faire ça de cette façon-là. D'accord. Comme ça évitera qu'ils se retrouvent avec des gens qui ont oublié qui c'était et qui vont mettre c'est un spam, je ne veux pas avoir de nouvelles de cette personne. C'est ça. C'est ce qui fait le moins de ceci est un spam. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai des adresses mail? Par exemple, j'ai un gros site, alors c'est le cas sur un de mes sites. J'ai un forum qui est un forum musical, généraliste. Allô? Oui, m'entends-tu? Oui, il y a eu une petite coupure micro. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si, et c'est mon cas pour un de mes sites, j'ai un site qui est généraliste, un site de musique. J'ai un forum avec, la dernière fois que j'ai regardé, il devait y avoir un peu plus de 30 000 personnes qui étaient inscrites. Elles se sont inscrites pour le forum, pour participer au forum, et ça nécessite d'entrer son adresse mail. Est-ce que je peux importer les 30 000 adresses et dire, tadam, ça me fait une mailing list de 30 000 adresses? OK, là, on est dans une zone grise. Hein? Mais si ces gens-là, si c'est un forum de quoi donc? C'est un forum de? Sur la musique antillaise. Bon.
non. C'est sûr que si tu envoies un mail à ces gens-là sur la musique antillaise, et puis que ces gens-là sont contents de recevoir ton email, ils ne cliqueront pas sur ceci est un spam. Hein. Donc, Ça fait que c'est une zone grise, ça, mais c'est quelque chose qui nous arrive de temps en temps, là, mais les gens ils sont réceptifs à voir ce genre de mail-là parce que les gens se sont inscrits à un forum qui parlait de ça. Okay? d'accord. C'est sûr qu'il n'y avait pas la petite case qui disait j'accepte de recevoir les mails, blablabla, là. Mais quand même, les gens se sont inscrits à quelque chose qui parle de la musique antillaise. Donc, les gens sont intéressés par ça, puis ils ont laissé leur email en plus. Ok. Et donc, en fait, le risque, c'est si ça fait longtemps qu'ils se sont inscrits au forum, le forum existe depuis 1999 ou quelque chose comme ça, ou 2002, ou si ça fait longtemps qu'ils sont inscrits au forum, il y a un gros risque qu'il y ait des adresses qui soient bidons. C'est ça que tu parlais tout à l'heure de spam trap. Tu vas avoir beaucoup de spam trap, tu vas avoir beaucoup de hard bounce, de spam trap, et puis c'est ce qui fait que le premier mailing, ça va sûrement qu'il faut passer ça sur des IP qui sont faites pour ça. Mais il faut faire un nettoyage. Dans ce temps-là, il faut faire un grand nettoyage. Puis ensuite, les gens qui se sont inscrits à ton forum ne seront pas mécontents d'avoir un email. Hein? Ok. Est-ce que c'est la même chose avec les gens qui ont laissé un commentaire sur un blog, par exemple? Quelqu'un arrive sur le blog, il laisse un commentaire, il dit ah sympa, chouette l'article. Est-ce qu'on peut le balancer d'un seul coup dans notre newsletter, l'importer? Non, ça non, je pense pas non. Non, ça créerait ceci est un spam. Ouais. Faut vraiment que il faut penser, il faut vous réfléchissiez à si vous envoyez un mail, est-ce que les gens risquent d'être choqués de recevoir le mail? Ça, c'est vraiment la question à se poser. Là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'envoie déjà ma newsletter régulièrement sur un autre service d'autorespondeur et je veux déménager? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que, au contraire, les imports sont encouragés, refusés? Comment ça se passe? Si je me suis trompé, si au début je me suis inscrit sur Aweber, je me rends compte au bout d'une semaine et j'ai 100 prospects que je ne veux pas rester là, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ben, le mieux, c'est que vous importez votre liste et puis que vous la déménagez dans un autre service, là, tout simplement. Donc, parce que quand vous allez importer votre liste, vous pouvez importer votre liste de bons mails. OK? Probablement que vous pouvez importer votre liste de mauvais mails là, chez Aweber, je n'ai pas vraiment vérifié. Mais l'important, c'est que vous vous importiez votre liste de bons mails. Ok. Puis ensuite, vous pouvez la mettre dans n'importe quel autre autorépondeur. Ok. Donc ça permet de récupérer une liste quand on a une liste qui est de confiance. Donc en gros, je résume, j'ai une mailing list de clients, je peux les contacter, mais pas leur balancer les offres commerciales directement. Il faut qu'ils voient le rapport et qu'il faut qu'ils ne me cliquent pas sur ce site est un spam. Donc je peux envoyer, donc par mail c'est un petit peu différent du courrier postal puisque bon voilà, courrier postal, on peut l'envoyer autant qu'on veut à tout le monde et on risque pas d'être classifié comme étant un spammeur. C'est-à-dire les gens vont le jeter dans leur poubelle, mais voilà, ça passe. Alors que là, le risque, c'est que vous envoyez donc dans la boîte de quelqu'un et qu'il clique sur ceci est un spam, que Hotmail dise oula, il y en a eu beaucoup des comme ça, des clics, ceci est un spam, donc c'est vraiment du spam. Et du coup, après que votre adresse de site, votre site.com, automatiquement passe en spam dorénavant sur Hotmail. Donc, pour résumer, c'est ça. En parlant à l'instant des mails pour les clients, si quelqu'un maintenant m'a acheté un produit et il s'est désinscrit, supposons je lui ai envoyé une vidéo sur comment faire pousser des tomates dans son jardin, il est inscrit sur cette newsletter, il s'est désinscrit, ou alors il a acheté le produit et il a demandé d'être remboursé, il s'est désinscrit. Est-ce que je peux lui renvoyer un autre mail pour lui dire hey, cette semaine, on a sorti un produit sur comment arroser mieux votre pelouse? Oui, vous pouvez y envoyer un autre mail, mais attention, hein, parce que les gens n'aiment pas ça, puis ils vont tout faire pour vous détruire. C'est la chose à ne pas faire. Ne jamais envoyer de mail à quelqu'un qui s'est désinscrit d'une liste.
Nous, ça nous est déjà arrivé parce que le système avait un petit bug, là. Et ça nous est arrivé une journée, puis c'était vraiment tout le monde voulait nous envoyer en cours. Et puis, non, non. Ne jamais envoyer un mail à quelqu'un qui s'est désinscrit, c'est vraiment la pire chose à faire. Ce qui est important quand vous envoyez quand vous typez vos prospects, parce que vos prospects peuvent être dans plusieurs listes, c'est que si vos prospects sont dans une liste, disons, sur la danse antillaise, puis que la personne se désinscrit, mais cette personne-là peut quand même rester inscrite dans d'autres de vos listes. C'est de cette façon-là que vous pouvez peut-être les recommuniquer, ces personnes-là. C'est d'avoir plusieurs listes. Tu sais, quand une personne s'inscrit chez vous, tu dis bon, ben, voilà, j'ai 5 newsletters, une sur la danse, une sur les recettes, une sur le sport. Donc la personne s'inscrit dans 3, elle peut se désabonner d'une liste. D'accord, ok. Mais tu peux quand même lui écrire sur l'autre liste. C'est de cette façon-là que tu peux écrire à des personnes qui se désabonnent. OK? Puis peut-être être en mesure de les faire réabonner. Ça veut dire que si la personne se désabonne de la danse antillaise, ben, tu peux lui renvoyer un email dans la liste des sports et puis lui dire est-ce que tu aimerais participer à nouveau à la liste de la danse antillaise. C'est la seule façon que nous on a trouvé, là, mais c'est ce qu'il y a de plus légal. Là. Mais ce qu'il faut Sinon, vraiment éviter de faire, c'est de mail renvoyer à quelqu'un qui s'est déjà désinscrit une première fois. Parce que sinon, il va s'énerver. Le seul moyen qu'il va trouver de manifester sa colère, ça va être de cliquer sur spam, 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 spam. C'est bien ça. Ah, puis encore, il va t'écrire. Non, mais même, ils vont vous écrire des mails, puis ils vont vous dire qu'ils vont vous envoyer la police et tout. Là. C'est même pire que ceci est un spam. Là. Ah oui. D'accord. Tu disais tout à l'heure que quand on envoie les mails, le titre est très important. Donc, est-ce qu'il y a des mots qu'il faut absolument éviter ou qu'il faut vraiment utiliser avec maximum de parcimonie dans les titres des mails? Est-ce qu'il y a des mots qui sont bannis, qui sont classés automatiquement spam je pourrais pas dire. Vraiment, ça change tellement. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le mot solde a été banni pendant 2 semaines, puis il est revenu. Puis nous, on pensait que le mot gratuit était banni, puis du tout, il n'est pas banni. On l'a remis, puis il n'est pas banni. Puis une telle saison, il va être banni. Ça dépend, là. Je pense que l'algorithme qui ont ces grandes compagnies-là, c'est que si une journée, là, comme quand c'était le temps des soldes, tout le monde envoyait des mails de solde, ben, eux ont bloqué le mot solde. Et puis, il bloque pendant 48 heures, je pense, peut-être. Et puis, si ça diminue, ben là, il se fait débloquer. Et tout ça, c'est des algorithmes. Ça fait qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait un humain qui dit, bon, ben moi, je vais bloquer le mot jeu. Il faut vraiment tester. Il faut vraiment tester. Si on ne teste pas, on a des risques de ne pas passer. C'est important aussi dans Outlook de passer dans Outlook. Nous, on a remarqué que si on passe dans Outlook, on passe habituellement dans Hotmail. Parce qu'il y a vraiment un algorithme dans Outlook qui est semblable à lui d'Hotmail. Là. Ça nous permet de faire... Et puis à Hotmail, tu peux envoyer des tests, mais si tu envoies 100 tests, il va commencer à s'énerver. C'est pour ça que nous, on teste avec Outlook en premier, ensuite on teste avec les autres. D'accord. Je recommande aussi, par rapport au titre des mails, d'éviter quand même certaines pratiques qui ont tendance, même pas nécessairement tout le temps au niveau des filtres de spam, mais quelquefois directement au niveau des utilisateurs, d'éviter les titres vides. Les titres vides, c'est point, 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 c'est point d'interrogation, point d'interrogation, d'éviter les titres tout en majuscules. Alors évidemment, vous écrivez un mot en majuscule, genre bravo, ça passe, ça peut être intéressant, ça peut susciter le clic. Vous écrivez voici la vidéo du siècle en majuscule. Là par contre, il y a des gens que ça va énerver. Sur Internet, les majuscules c'est le hurlement. Vous écrivez votre titre de mail en hurlement. Il y a des gens que ça va énerver avant même qu'ils aient vu de quoi vous parlez, même si c'est un super cadeau que vous avez dans le mail. J'ai entendu dire qu'il fallait éviter les chiffres du genre écrire 1 million dans le titre d'un mail. Personnellement, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai déjà utilisé ce type de titre de mail. Les chiffres, des grands chiffres en fait, 250 000, 1 million, 300 000. J'ai jamais eu particulièrement de soucis. Et aussi, un dernier point dans la liste des erreurs à éviter que je voudrais aborder, c'est aussi éviter de changer d'expéditeur
trop brusquement. J'ai fait un test une fois donc pour changer l'expéditeur. Alors, changer de Sébastien Knight à Sébastien de Direct TV, ça passe sans souci. Passer de Sébastien qui envoie les mails depuis, je sais pas moi par exemple, sébastien@directtv.com à newsletter@gmail.com. Ça, quand j'ai fait ce test, tout de suite, j'ai eu un taux de clic, ceci est un spam, qui était triple du maximum que j'avais eu jusque-là, quoi. Donc, ça c'est aussi un critère important quand vous choisissez dans votre autorespondeur l'expéditeur. Et Michel, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Mais quand vous choisissez l'expéditeur, choisissez-le bien. Choisissez un nom d'expéditeur qui est compréhensible, on sait que c'est vous, avec une adresse d'expédition que vous allez utiliser de préférence le plus systématiquement possible, parce que une fois que les gens ont rajouté ça dans leur carnet d'adresses, qu'ils vous ont répondu, etc., c'est un peu bête de perdre tous ces avantages-là aux yeux du fournisseur de mail en recommençant à partir d'une autre adresse mail. Voilà. Oui, parce que c'est justement les gens mettent ça dans leur carnet d'adresse et puis vous êtes dans leur contact. Il ne faut pas changer d'adresse d'expéditeur, c'est vraiment important, là. Sauf si vous êtes blacklisté, là, mais c'est très important de toujours garder la même adresse d'expéditeur. Puis nous, on le voit aussi, on a un taux d'ouverture beaucoup plus grand quand on prend tout le temps la même adresse d'expédition. D'accord, donc en fait on change quand on est... vous changez si vous êtes banni, si vous êtes flagué spam parce que votre adresse est bloquée pour une raison ou une autre, mais quand ça marche, vous gardez l'adresse mail d'expédition. D'accord. Je recommande d'avoir un nom d'expéditeur qui soit reconnaissable si possible, qui a un rapport avec ce qu'on touche. Imaginons j'ai newsletter sport et nutrition et que mon site s'appelle sportetnutrition.com, je vais mettre Olivier de sportetnutrition.com. Ou alors je peux mettre conseil sport et nutrition, mais je vais garder ce nom d'expéditeur. Je sais qu'il y a un certain web marketeur qui est assez connu de nom sur le web français, qui a une tendance à changer de nom d'expéditeur à tous les mails qu'il envoie, de mettre urgent, de mettre lisez ceci, de mettre c'est nouveau, etc. Voilà. Après, l'efficacité de ces campagnes marketing pour ce que j'ai pu en voir est assez faible et je pense qu'il change parce que les gens n'ouvriraient pas s'ils mettaient tout le temps que c'est lui, quoi. Donc je ne recommande pas de faire ça de façon systématique. Voilà. Donc maintenant on a vu ensemble quelques-unes des erreurs graves à éviter si vous voulez que vos mails arrivent à destination, si vous voulez que votre marketing par mail ait une chance de survivre sur le long terme. On va voir maintenant quelques points essentiels pour entretenir la relation avec votre prospect et être capable de faire des ventes.